Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. C'est pas une musique. C'est vrai, c'est pas une musique, mais qui d'entre vous, auditeurs, résistants de Sud Radio, n'a pas entendu cette musique depuis longtemps? Mais depuis quelques mois, ça s'aggrave un peu partout en France. C'est les manifestations, les Black Blocs d'un côté, puis une majorité de Français, en tout cas une majorité de manifestants qui réagissent par rapport à la réforme des retraites, le plus récemment. Et puis, et pratiquement tous les jours, sans parler des casseroles, sans parler des ministres qui ne peuvent plus faire un pas sans rencontrer quelques résistances. Bon, tout ça, heureusement, ne fait ni mort, malheureusement, fait des blessés, mais la manifestation en France, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va encore dire récemment encore? J'en parle parce que des manifestants de ultra-droite, habillés de noir, marqués de croix celtique et scandés, ils ont circulé, et à la suite de ça, il y a une forte réaction, évidemment. Ils étaient une cinquantaine, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a tout de suite réagi en disant ceci. J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Alors, voilà, arrêt, sentence, tribunaux. Est-ce que les tribunaux vont permettre? Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Gilbert Collard, vous êtes, on ne vous présente pas encore une fois, député européen, président de l'association Alternative France, et puis grand avocat. Alors, où ça en est? Parce que tout le monde parle de manifestations. Est-ce que, enfin, à quelles conditions? Parce que c'est l'ultra-gauche un jour, c'est l'ultra-droite un autre jour, c'est Black Bloc ensuite, c'est tout ça. Au fond, est-ce que manifester aujourd'hui, dans quelle mesure, avec quels critères et à quel prix? Manifester, c'est un droit, c'est une liberté publique. Bon, elle n'est pas dans la Constitution, mais la liberté d'expression est dans la Constitution, et ça fait partie quand même de la liberté d'expression d'aller manifester. La manifestation ne peut être interdite que lorsqu'il y a, et je pèse les mots, parce que ce sont les mots de la jurisprudence, un risque caractérisé, je dis bien caractérisé, d'atteinte à l'ordre public. Quand il n'y a pas de risque caractérisé, dans une démocratie, on ne peut pas interdire une manifestation. Or, ce que Gérard Darmanin veut faire, cette espèce de grand mou qui se veut un vrai dur, mais qui est un faux dur, on l'entend même dans sa voix, ce qu'il veut, lui, c'est interdire préalablement toute manifestation, précise-t-il, qui serait diligentée par des militants d'extrême droite. Deux observations. La première, c'est une discrimination politique évidente. Évidente. Sur quels critères présélectifs, pré-intuitifs, pré-juridiques va-t-on décréter qu'une manifestation est d'extrême droite? Parce que les manifestants seront, au moment de la manifestation, vêtus de noir, auront des croix celtiques, par anticipation. C'est complètement liberticide. Deuxième observation, pourquoi pas interdire également, par anticipation, les manifestations d'extrême gauche? Les Black Blocs, habillés de noir aussi, cagoulés aussi. Alors, ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle l'état de droit est en train de mourir. Parce que des atteintes aux libertés sont portées qu'on ne voyait pas se commettre autrefois. On a vu un brave mec, un bonhomme de 77 ans, je crois, poursuivi parce qu'il avait brandi une pancarte contre Macron. Oui. Non, mais c'était même dans son habitation, c'était sur la grille de son habitation. Absolument, absolument. Il a été poursuivi
il a été condamné à faire des travaux d'intérêt général, vous vous rendez compte? Bon. Non, mais ça devient de plus en plus oppressif, quoi. La moindre parole devient une offense, le moindre geste devient une offense. Bon, ça va forcément exploser à un moment donné. Mais Gilbert Collard, est-ce que le fait que la manifestation, vous l'avez dit au début, c'est intéressant, n'est pas inscrit dans la Constitution, la liberté d'expression, oui, la manifestation, non. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un petit vide dans lequel peuvent s'engouffrer tous les pouvoirs, qu'ils soient d'ailleurs de droite, de gauche ou d'ailleurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas... On a des siècles de jurisprudence républicaine là-dessus. Et le droit de manifester est un droit reconnu comme étant un prolongement politique, démocratique de la liberté d'expression. Il n'y a que les régimes totalitaires, fascistes ou communistes, qui ont supprimé le droit de manifester en ne le réservant qu'à des manifestants qui soutenaient le régime. Alors, ce que fait Darmanin est gravissime du point de vue des libertés. Moi, personnellement, je ne plaide ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche. Je plaide pour la liberté de manifester. Quand on ne casse pas, ce qui est intolérable, c'est le fait de casser. Voilà. Et contre cela, Darmanin ne fait strictement rien. Du reste, moi, je le soupçonne d'avoir une sympathie quelque part pour les Black Blocs, qui crée un chaos. Ne lui créeront pas de procès d'intention, je comprends. Gilbert Collard, juste un point technique. Est-ce que manifester masqué est interdit ou pas? Oui. C'est interdit. On n'a pas le droit d'être masqué. Oui, il faut que le visage soit identifiable. Mais ce n'est pas que dans les manifestations. Je veux dire, ce qui pose aussi problème parfois avec le voile intégral, parce que on doit être identifiable dans l'espace public. Ne serait-ce que pour la question de la présentation de l'identité. D'accord. Comment voulez-vous identifier quelqu'un qui est masqué complètement? Oui, mais dites-moi juste un mot aussi. En général, quand on manifeste, il faut déposer une demande auprès de la préfecture de police, quelle qu'elle soit, non? Oui, bien sûr, mais le fait de participer à une manifestation qui est interdite n'est pas un délit. D'accord. C'est une contravention dans le pire des cas. Donc, on n'a même pas à demander l'autorisation. On présente la demande et à partir du moment où la préfecture est informée, la manifestation peut avoir lieu. Elle peut être interdite s'il y a un risque caractérisé. Donc, il faut caractériser le risque d'atteinte à l'ordre public. Et là, Darmanin dit nous, on interdira systématiquement. Bravo pour l'esprit de démocratie, et ce seront les tribunaux qui vont statuer. C'est-à-dire qu'il est en train, cette espèce d'imbécile, de transférer le droit de manifester ou de ne pas manifester au pouvoir judiciaire. Ce qui renforcera encore le rôle des magistrats dans la vie démocratique du pays, ce qui n'est pas leur rôle. Ah oui, ce sont les tribunaux qui vont juger, quoi. C'est ce qu'il a dit, exactement. D'accord. Donc il y a, à votre avis, Gilbert Collard, il y a péril en la demeure, là? Moi, je parle en vieux juriste, et quand on dit que juriste, on dit juriste qui est habitué aux principes, qui ont maintenu notre démocratie en vie. Il y a vraiment des atteintes tous les jours à ces libertés. Tous les jours. Moi, quand j'ai appris que ce brave homme de 77 ans était poursuivi pour une pancarte, je ne l'ai pas cru, quoi. Je n'ai pas cru. Je me suis dit, mais dans quel régime de droit on est? Et quand on discute avec des magistrats, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui sont complètement effarés. Complètement effarés de ce qui se passe. Oui, c'est assez... On va suivre tout ça. En tout cas, merci pour vos éclaircissements, Gilbert Collard. Et on continuera à vous suivre. La liberté d'expression. Et on la suivra et on se battra toujours pour cela. Ça, je le sais, je vous en remercie. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et en ce moment, le musical, il va pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand on voit l'état des cafés-théâtres et des cabarets-théâtres depuis la crise du Covid, et qui, heureusement, j'espère que c'est fini, on espère tous, qu'est-ce qui se passe? Alors, Sébastien Molina, bonjour, vous avez déjà reçu
vous avez déjà reçu, et puis nous allons recevoir Sophie aussi, du Théâtre des Deux Ânes, on va en parler avec elle. Alors, Sébastien Molina, qu'est-ce qui se passe? Parce que, effectivement, il y a eu le confinement pour tout le monde, il y a eu la crise du Covid, les gens ne sortaient plus, on ne va pas rappeler gestes barrières, masques, etc., gel, etc. Mais aujourd'hui, c'est apparemment, et enfin heureusement, fini, en tout cas pour le moment. On verra bien. Mais vous avez été aidé ou pas aidé? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Aidez-vous. Vous avez un café-théâtre, je rappelle, oui, dans Paris 17e. Oui, tout à fait, le Grenier du Rire. Comme beaucoup de lieux en ce moment, on est très très impacté à Paris. On a entre 30 et 40% de taux de fréquentation en moins dans nos salles. Alors effectivement, on se pose pas mal de questions parce qu'il y a effectivement cette crise qui nous a beaucoup... on était fermés, il faut le dire, pendant 2 ans. Oui, c'était pratiquement fermé pendant 2 ans. C'était fermé. Et puis on a tous les mouvements qui ont paralysé aussi les choses, qui nous ont... Voilà, on a eu beaucoup de monde en moins. Oui, bien sûr. Voilà, mais aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est lié vraiment à la France entière ou à Paris. Et, moi, j'ai plutôt la sensation que c'est vraiment à Paris, que c'est une crise parisienne. Parce qu'il faut aussi dire quand même qu'on n'est pas beaucoup aidé par la ville de Paris pour que les gens sortent, puisque... Vous voulez dire que la ville de Paris empêche un peu une circulation c'est pas qu'ils nous empêchent directement, mais c'est vrai que quand on discute avec les autocaristes, qui sont quand même des gens qui nous amènent beaucoup de monde, des bus entiers, c'est 50, des fois 100 personnes, enfin pas chez nous, on a 40 places. Non, mais un peu partout. Un peu de partout. C'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir circuler, c'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir se garer. Ça, c'est vrai qu'il y a une piste d'un côté de trottinette, une piste de cycliste, une piste de ceci. Il y a énormément de... Alors, juste pour terminer sur les autocaristes, vous voyez, là j'ai un document de la ville de Paris, on leur demande 269 € pour 6 heures de stationnement. Donc, 269 €. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne connais pas l'échelle des prix. Écoutez, en tout cas, c'est des gens qui viennent moins à Paris. Voilà, ça c'est très important. Oui, je comprends. Il y a aussi beaucoup... Ils amènent des clients pour toutes sortes de commerces, de divertissements, etc. Évidemment. Ça. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de routes maintenant sans interdit. Même les gens en banlieue proche nous disent non, moi je ne veux pas sortir. Je ne veux plus venir, quoi, parce que c'est pour mettre 1h30 pour venir. Donc il y a eu le Covid, puis les embarras de Paris. Qui ne sont pas négligeables. Et puis, il faut, et je vous remercie d'être là pour en parler des petites salles comme nous, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup médiatisés. Les grosses structures sont médiatisées, mais les petits cabarets, les petites salles, là où chez nous on a beaucoup d'humoristes, ce sont des humoristes, des magiciens, c'est dans nos petites salles que les artistes naissent et deviennent des grandes vedettes. C'est les cafés-théâtres, ont été les pépinières de tout. Et d'ailleurs, avec nous avons Sophie Collaro, bonjour. Bonjour, monsieur Bercoff. Bonjour, Sophie Collaro. Alors, vous êtes directrice de communication du Théâtre des Deux Ânes. Est-ce que vous avez été aussi impacté, vous êtes toujours aussi impacté par ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on a effectivement été impacté comme beaucoup donc suite au Covid, mais là, effectivement, depuis les dernières grèves, on observe 60% de réservations en moins, c'est-à-dire qu'au Deux Ânes, par exemple, 60%, ce qui est énorme, parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des groupes, des collectivités locales, des CSE principalement aussi, et depuis, effectivement, les dernières grèves, on a observé une chute de 60% des réservations, à tel point que nous, si vous voulez, en règle générale, sur un mois, on travaille entre 23 et 26 jours. Sur le mois de mai, on en est à 9 jours travaillés. D'accord. Pour tout le mois. Voilà, pour tout le mois. Et nous, on a une jauge de 295 places au Théâtre des Deux Ânes. Mais c'est pas que chez nous. C'est-à-dire que vous avez d'autres, par exemple, effectivement, Sébastien en parle pour le Grenier. Il y a le Don Camilo, il y a la Main au Panier, il y a chez ma cousine, il y a toutes ces petites et grandes salles, d'ailleurs. C'est un impact sur vraiment tout le monde. Et pépinière de talent, il faut le rappeler. Tous les artistes qui ont commencé chez vous et ailleurs. Et ailleurs, effectivement, parce qu'il n'y a pas de petite salle de spectacle. C'est vraiment... De toute façon, on sait que le public tourne sur toutes les salles parisiennes. Donc, il faut vraiment que les petites et les grandes puissent travailler. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Et on attend tous la rentrée avec impatience. Mais là, le chiffre d'affaires se fait... si vous voulez, les réservations se font par saisonnalité. C'est-à-dire que sur ces grandes salles, comme sur les petites salles, la saisonnalité, elle est de octobre à fin juin. Et là, on sait qu'à partir de mars, de toute façon, on a toujours une chute, mais là, c'est pas une chute, c'est une grosse dégringolade. Et dites-moi, juste pour savoir, vous et vos collègues, vous avez été aidés pendant la crise du Covid, en tout cas? Oui.
Bien sûr, on a été aidés, heureusement d'ailleurs, parce qu'on est encore là pour en parler. Beaucoup ne sont plus là, de certaines petites salles aussi, qui font aussi les grandes salles et qui font aussi toutes les activités, les ASC, de ce que l'on parle d'ASC, nous, d'activités sociales, culturelles, parce qu'on travaille beaucoup avec les comités d'entreprise aussi et les autocaristes. Et Sébastien le disait, au niveau du prix du stationnement, beaucoup sont impactés et ne veulent plus venir. On travaille avec des autocaristes qui viennent de Deauville, qui ne veulent plus, par exemple, qui ne veulent plus venir à Paris parce que ça a un coût et que ça doit être répercuté sur le prix du voyage. Oui, et ça c'est un vrai problème, effectivement, qui doit être réglé. Ça c'est du ressort de la mairie de Paris et il serait quand même assez hallucinant que la mairie de Paris n'aide pas justement ces pépinières d'artistes de thym et puis les gens qui veulent venir justement à Paris, de toute la France et d'ailleurs, étrangers, pour voir nos artistes et tout ça. Enfin, c'est fondamental. Sébastien Molina, au fond, mais ce que vous demandez quoi aujourd'hui? Et je pose aussi la question à Sophie Collaro, bien sûr, parce que vous demandez des aides, parce que si c'est encore des aides, ils vont vous dire oui, mais écoutez, on vous a déjà aidé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous demandez quoi, en fait? Non, mais nous, on est là pour lancer un message d'alerte, d'alerter vraiment le public, d'alerter les politiques pour leur dire, voilà, nous, on ne demande pas des aides vita aeternam, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement travailler. Qu'on nous laisse travailler. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui, et on demande aux gens de sortir, d'aller voir... Où que vous soyez, c'est ce que je dis toujours, où que vous soyez, allez voir les artistes sur scène, allez voir le spectacle en live, c'est très important. Il faut que le spectacle vivant reste vivant, c'est très important. C'est même fondamental. Dans le spectacle vivant, il y a vivant, hein, faut pas oublier. Et vivant, ça s'oppose à mort ou sous vide ou empaqueté ou pasteurisé. Exactement. Sophie Collaro, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Qu'est-ce que, non seulement les autorités, mais les gens, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, à votre avis, ce qui est le plus urgent? Ce qu'il faut faire, en fait, c'est surtout dire au public, mais sortez, parce que n'attendez pas que ces petites ou ces grandes salles soient fermées pour réagir. C'est-à-dire que l'impact, c'est maintenant de sortir et d'aller voir justement le spectacle vivant pour que demain, il puisse rester vivant. Et vous avez des multitudes de grandes et de petites salles, et il ne faut pas négliger les petites salles, parce que c'est là, justement, où Sébastien disait, où naissent tous les grands talents de demain, et c'est merveilleux d'assister à un spectacle en live et d'avoir cette émotion et de voir le sourire. Moi, quand je vois le sourire des gens qui sortent des salles de spectacle, je me dis que notre travail n'a pas été vain, et on est là aussi pour distribuer et donner du bonheur. Et en ce moment, toute cette république des casseroles, c'est épouvantable, parce que ça va finir par nous tuer, ça va finir par tuer le spectacle vivant. C'est vrai, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens qui, à tort et raison, enfin, se plaignent aussi de leur sort, voilà. Et le problème, c'est que chacun s'exprime avec ses moyens, vous voyez. Bien sûr, mais on les comprend aussi. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les gens, aujourd'hui, ont besoin de rire. On est, vous le dites, on est dans un monde très, très compliqué. Et c'est vrai que dans nos salles, les gens viennent rire, viennent se détendre, viennent oublier leurs problèmes. Alors moi, ce que je dis à tous ceux qui veulent ou ont envie de manifester, qui ont pris avec les casseroles, à un moment donné, vous laissez vos casseroles, vous les prenez avec vous, et vous allez au spectacle, et vous allez rire, parce qu'on ne fait rien sans ça. On ne peut pas continuer à vivre. Et il faut protester, il faut, si on n'est pas d'accord, le dire, mais il faut aussi aller vers ceux qui vous procurent le bonheur de passer 2 heures de rire. Et ça, c'est très, très important. Merci à vous, merci Sébastien Molina, et merci Sophie Collaro. Alors, autre manifestation, c'est Victor Imordino. Alors, Victor Imordino est professeur d'anglais contractuel au sein du lycée professionnel Maria de Rem, dans le 17e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Victor? Victor, il a brûlé 63 copies du bac devant l'établissement. Oui, il les a brûlées, carrément. Voilà. Alors, on lui a demandé, Victor Imordino, il passait hier ou ce matin, je crois, sur BFM TV, et voilà ce qu'il a dit. Les copies étaient pas bonnes, donc voilà, c'était positif pour eux finalement que celle-ci soit détruite. Ils vont avoir une nouvelle chance pour rédiger, c'est pas plus mal. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je dois dire que c'est une excuse qui restera dans les annales. Écoutez, j'ai brûlé les copies parce qu'elles étaient pas bonnes. Donc, ils vont pouvoir repasser, ils auront une seconde chance. Mais à ce moment-là,
cher Victor Imordino, cher professeur, mais à ce moment-là, il va y avoir des incendies un peu partout en France. Il va y avoir des autodafés. Vous imaginez si on juge et on va incendier toutes les copies qui ne sont pas bonnes pour le bac et pour d'autres. On recevait, il n'y a pas si longtemps, cette professeure, Ève, qui nous racontait un peu ce qui se passait dans les lycées et collèges. Mais ce serait pire qu'un incendie de forêt. Non, mais vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a un problème d'apprentissage, le problème de le pédagogisme, la pédagogisation, et voilà, il faudrait aller jusque-là. Là, évidemment, vous êtes défendu. Enfin, c'est pas non plus, franchement, une solution que de brûler les copies. Mais en revanche, ça s'adresse aussi à Pape Ndiaye, l'actuel ministre de l'Éducation. Il serait temps que tous ces témoignages, que toutes ces réactions des professeurs, d'un certain nombre d'élèves, etc., il serait temps que vous en teniez compte et de ne pas uniquement s'occuper des problèmes sexuels des préadolescents. Ce serait pas mal. Hein. Il y a peut-être d'autres problèmes. Hein. On ne dit pas que vous vous occupez pas de ça, mais pensez aussi peut-être à des professeurs quand ils disent au bout de 7 ans, les élèves ne parlent pas anglais en terminale. Voilà ce qu'il dit Victor Imordino, ce professeur d'anglais. Et c'est ça le problème le plus important. Pape Ndiaye, dear Pape Ndiaye, take care about what is important in the French youth. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le nombre d'arbres détruits par Patrick Buisson, enfin il n'y a pas que lui, on se demande jusqu'où ça peut aller. C'est le buisson qui détruit la forêt. Voilà, c'est le buisson ardent, disons-le. Décadence de l'homo economicus à l'homo eroticus, et vous n'y allez pas, comme d'habitude, de main morte, Patrick Buisson dans ce livre, paru chez Albin Michel. Donc, décadence, et évidemment, on expliquera pourquoi le décadence s'écrivait avec un S, vous le dites ça à la fin de votre livre, hommage à Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Mais auparavant, alors moi, j'ai lu votre livre et je l'ai lu. Hein, j'ai pas lu que La prière d'insérer. Voilà, ça devient non pas une denrée rare parce que vous avez énormément de lecteurs, mais il faut prendre le temps. Et d'ailleurs, ça le vaut largement. Je le dis aux auditeurs de Sud Radio. Mais là, je ne sais pas si vous faites Pavane pour une France défunte ou la marche funèbre de Chopin, mais qu'est-ce que vous y allez? Alors vous dites c'est décadence, c'est fini, et vous racontez, alors on commence évidemment par ça, la consommation, les 30 glorieuses, que vous opposez, sans dire ceci, parce qu'après ça, pratiquement, à vous entendre, mais on le pense certains, c'est les 50 piteuses qui ont succédé aux 30 glorieuses. Alors vous parlez de la marchandise, du spectacle, vous parlez de la consommation, mais toutes les consommations, aussi bien libidinales que marchandes, que tout cela, et vous dites c'est lié, et je voudrais vous faire partir de ce slogan du jeune Jacques Séguéla, donc c'est les années 60-65, les années des choses, de tout le monde découvre le frigo, la consommation, etc. Bon, mais quelque part, c'est terrible. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce que Patrick Buisson n'est pas à rebrousse-poil et peut-être à côté de la plaque? Je m'explique. Je vais être pas long, mais juste pour rappeler, et puis après, je dis d'un côté, ok, mais c'était pas mal quand même que ceux qui habitaient dans les bidonvilles sortent, soit dans les HLM. C'est pas mal d'avoir le frigo, ce que demandent aujourd'hui. Vous savez, quand je vois les Africains, ils disent, vous êtes gentils, les Occidentaux, vous voulez plus la société de consommation, mais nous, on n'a rien, alors vous, ça va, vous avez le frigo, donc vous êtes contents. Deuxièmement, l'histoire de la sexualité. Et là, j'y arrive, on va parler ensuite, mais vous avez cité comme exemple « Consommer, c'est faire l'amour », qui était le slogan de Jacques Séguéla. Et en fait, alors racontez-nous, Patrick Buisson, cette irruption de la consommation, quand même, elle a eu des bons effets pour le quotidien des Français. Bah oui, elle s'est accompagnée d'une amélioration très sensible du bien-être. C'est absolument indiscutable. Mais finalement, la dimension économique a fini par recouvrir tout le reste. Hein. L'homme était un animal, on dit, sacré, avec des rituels. Et finalement, on l'a réduit à ce qu'il avait de plus impersonnel, l'achat de la marchandise. Qu'est-ce qu'il y a de plus impersonnel que l'achat d'un produit, par exemple? Ou même la sexualité. La sexualité est quelque chose d'impersonnel. Depuis des millénaires, on n'a rien inventé. Il y a 69 positions, quelques perversions cataloguées et répertoriées. Donc, c'est un acte
impersonnel. On réduit l'homme, finalement, sous prétexte d'individualisation, à une forme d'uniformisation des comportements. Voyez-vous, cette révolution sexuelle qui est le pivot avec la révolution consumériste de ces années-là, on nous l'a présentée comme une grande libération, comme si on avait attendu les années 70 pour faire l'amour. Ouais. La France est le pays qui avait le taux de natalité et de fécondité le plus bas au 19e siècle. Toutes les pratiques de contraception, coït interrompu, l'étreinte réservée, le préservatif, faisaient que les Français faisaient l'amour sans qu'on ait besoin, si vous voulez, de leur dire que d'obéir à un instinct naturel. Et brusquement, à travers cette théorisation de la révolution sexuelle et la révolution contraceptive, c'est l'introduction de contraception chimique avec la pilule, on dit c'est une libération, c'est une émancipation. Eh bien, parce que j'ai horreur du politiquement correct qui s'est installé autour de ça, et le mot ne convient pas d'ailleurs. Il y a un nouveau sacré. Un nouveau sacré, moi j'aime bien blasphémer. J'aime bien dire, par exemple, et c'est le propos de mon livre, j'essaye de l'étayer, de l'argumenter, que sous couvert d'abolir le patriarcat, la domination des mâles, en fait, on a réalisé l'avènement de la phallocratie. Le programme de la phallocratie, Don Juan, ça a toujours été pas d'enfants, pas de mariage, l'accouplement, mais pas la mise en couple, la consommation d'un maximum de corps féminins, mais pas leur entretien sentimental. Voilà, ça nous barbe. Et l'entretien financier, encore moins. Et donc tout ça s'est fait au détriment des femmes, à qui on a voulu faire croire qu'elles étaient les grandes gagnantes de l'opération. Alors, objection, votre honneur, et c'est ça qui est intéressant dans le débat et dans le face-à-face, deux choses. Pourquoi vous estimez de façon peut-être, non pas totalitaire, n'exagérons pas, mais quelque peu arbitraire, Patrick Buisson, qu'on peut, si on a un frigo, on n'a plus de réflexion spirituelle et de démarche spirituelle. Ah non, mais pas du tout, c'est pas ce que je dis. Non, mais vous dites que l'homme a été, vous dites que l'homme a été submergé par la consommation. Or, beaucoup de gens qui ont ce qu'il faut, qui ne vivent pas comme des ermites ou des ascètes, et vous le savez, vous en êtes un exemple, mais il y en a des milliers, voire des millions, qui ont des gens qui réfléchissent, qui voient, qui ont une position spirituelle. Or, honnêtement, alors, et juste, j'ajoute pour le sexe, la pilule, très bien, mais enfin, Patrick Buisson, je sais très bien, vous n'étiez pas quand même pour les faiseuses d'anges, ou des femmes qui étaient, et vous le savez très bien, des femmes obligées d'avorter, il y en avait, et d'avorter dans des conditions effroyables. Vous ne pouvez pas dire que ça, c'était bien. Vous remarquerez que la loi de 75 n'a rien changé. Il y a toujours autant d'avortements. Nous sommes le seul pays d'Europe dans ce cas-là. Le chiffre de 200 000 est absolument incompressible. Mais ça ne se passe plus avec des trains. Ah ben, ça ne se passe plus, effectivement, selon les méthodes qui étaient celles des faiseuses d'anges et l'avortement clandestin. De ce côté-là, évidemment, c'est un progrès. Est-ce que j'en discute dans les livres? Je dis non, simplement, pour en revenir au fond du problème. Oui, c'est les rapports hommes-femmes. Bon, on a voulu aligner la sexualité féminine sur la sexualité masculine. Où, disons, les sentiments, la part fleur bleue du romantisme tenaient moins de place que dans l'amour féminin. D'ailleurs, ce que Simone de Beauvoir reprochait aux femmes de s'aliéner à des hommes par des sentiments. Le premier magazine vendu en France dans les années 60, c'était Nous deux, cher André Berkoff. Absolument. 15 millions de lectrices, tout le monde lisait Nous deux. La petite bonne, mais aussi la bourgeoise chez le coiffeur. Tout le monde rêvait à l'histoire de l'homme unique, du prince charmant. C'était les vieilles légendes des contes de Perrault. Dans la vie, on devait avoir un partenaire, il y avait un homme qui vous était destiné. Et brusquement, on leur explique que le bonheur, c'est dans la consommation frénétique de partenaires. Toutes n'étaient pas forcément d'accord. Patrick Buisson, ni l'un ni l'autre. Vous savez très bien que le mythe du prince, un jour mon prince viendra, était un mythe. Souvent, elle tombait sur soit des salauds, soit des gens, et ça passait, etc. Mais cher André Berkoff, ça ne les empêchait pas de rêver au prince charmant et d'attendre l'homme de leur vie. Ce sera l'homme de ma vie. Toute cette mythologie a été jugée ringarde. Elle était d'ailleurs parfaitement en phase avec la morale chrétienne. Hein, voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et puis, brusquement, on a voulu leur dire, il faut, sur le plan sexuel, se comporter comme des hommes. Le résultat, c'est qu'il y a eu une explosion du marché sexuel, de l'offre sexuelle, avec la pilule, bien entendu, puisqu'on dissociait la fonction érotique de la fonction reproductive, donc l'amour sans risque, formidable. L'explosion de l'offre sexuelle a fait que le coût social de la relation sexuelle s'est effondré. Depuis les millénaires, la monnaie d'échange des femmes, c'était leur corps.
c'était l'accès à leur corps. Et longtemps, l'accès permanent, régulier au corps de la femme, eh bien, il devait passer par le mariage. Et brusquement, le coût social de la relation s'effondre, il n'y a plus besoin de mariage, l'union libre suffit, et même pas d'union du tout, le coût d'une soirée, et puis après... Au revoir, merci et à la prochaine. Patrick Buisson, vous omettez tout un pan de l'histoire, évidemment, pour les besoins de votre cause, et je le comprends, c'est légitime. Alors quel pan, cher André Berkoff? Je vais vous dire, les orgies des Tibères, etc., la prostitution qui date de bien avant l'Antiquité, les Romains, Lycurgue, Solon, etc., vous aviez un marché du sexe qui était déjà là, florissant, depuis 3000 ans. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous dites, ah oui, les liens du mariage, ce que Dieu, très très joli. Mais à côté de ça, vous aviez pas, et je ne parle pas de la France libertine, je ne parle pas de la France du XVIIIe siècle, que vous connaissez au moins autant que moi, mais enfin, ça a toujours existé. Le problème, simplement, c'est que quand ces femmes tombaient enceintes, parce que ça copulait, je ne dis pas de partout, mais ça copulait abondamment, eh bien, comment elles s'en sortaient? Il est là le problème, quand même. Eh bien, écoutez, effectivement, vous dites que c'est un problème qui est vieux comme la nuit des temps, et je voudrais répondre sur votre objection. Le marché du sexe, ça a toujours existé. C'est évident. La prostitution, effectivement, ce qu'il faut bien voir dans l'histoire, c'est qu'on a une succession de cycles. Voilà. Et que nous sommes en train de passer d'un cycle à l'autre. Et là, je voudrais qu'on s'arrête sur ce point qui est extrêmement important. Alors, on va en parler après juste cette petite pause. D'accord. Patrick Buisson, on aura le temps. Et on va parler des cycles. Vous avez raison. Et restez bien avec nous. Vous avez la parole pour interpeller Patrick Buisson au 0826 300 300 sur son livre Décadence. À tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et dans tous mes états, avec la lecture de La Décadence, un livre brûlot et un livre très intéressant, comme d'ailleurs toujours, je dois dire, sans le flatter, Patrick Buisson, ce n'est jamais indifférent et on le sait. Alors, Patrick Buisson, on avait commencé cette discussion et puis on parlait de cycles. Et vous dites, attention, il y a des cycles. Alors, dites-nous, inventoriez-nous, c'est quoi ces cycles? Dans l'histoire, effectivement, on voit que se succèdent des cycles de grande liberté sexuelle avec une réplique féminine, même on peut dire féministe à ces cycles, d'une certaine manière. Depuis toujours. Le christianisme, religion portée par les femmes, a été une réponse à la débauche du Empire romain. Au Moyen-Âge, à la grande liberté du Moyen-Âge, la liberté rabelaisienne, a répondu le roman courtois, les cours d'amour, mouvement également inspiré par les femmes. À la débauche de la cour de France, ont répondu le mouvement des précieuses, dont Molière se moque à travers les précieuses ridicules. Après la vertu révolutionnaire de Robespierre, qui est habitée par une misogynie dont on ne parle jamais, mais consubstantielle à la gauche de l'époque, on méprise les femmes parce que c'est le parti calotin, c'est le parti des prêtres, on les envoie même à la guillotine, y compris Olympe de Gouges, première féministe et également royaliste. Bon, eh bien, il y a eu le Directoire, qui est une période de décompensation et compression, si je veux dire. Eh bien, on assiste exactement au même phénomène et personne ne veut le voir. Le premier féminisme est parti sur l'idée simple, on ne veut plus de l'emprise de l'État sur les corps. Sur les corps aussi bien masculins, c'est le service militaire, que féminin, le devoir de maternité. On doit pouvoir choisir, c'est un choix existentiel entre la maternité et autre chose. Donc, mon corps m'appartient. D'accord ? C'est un mouvement de libération. Le slogan des féministes des années 70. Voilà, à l'égard effectivement, du contrôle social qu'exerçait l'État sur les corps. Nos néo-féministes, j'ai dit autre part que c'était des cruches incultes, mais c'est vrai, parce qu'elles ne connaissent pas l'histoire. C'est comme ça, où elles ne comprennent pas aujourd'hui ce qu'elles réclament, c'est plus de contrôle, plus d'État à l'intérieur de la sphère privée. Avant, lorsque la sphère publique prétendait s'immiscer dans la vie privée, on appelait ça l'ordre moral au 19e siècle. Eh bien, ce que réclament les néo-féministes, c'est un nouvel ordre moral. Un flic et un juge à chaque coin du lit. De plus en plus de judiciarisation de l'intime. Les relations entre l'homme et la femme doivent être maintenant codifiées et relèvent du code pénal. C'est ce à quoi nous assistons. C'est une réaction néo-puritaine. Alors, vous voulez dire, je regarde une femme, je suis un salaud. Un porc, vous êtes un porc, voilà. Donc, ce néo-puritanisme est la réplique
sismique, si j'ose dire, à la grande période dite de la révolution sexuelle. C'est-à-dire, après ce qu'on a considéré comme une émancipation et libération des mœurs, vient avec le mouvement MeToo, une réplique des féministes qui se disent finalement, comme a pu se dire Simone de Beauvoir à d'autres propos, mais est-ce qu'on n'a pas été floué? Est-ce que ce droit de cuissage permanent accordé aux hommes n'est pas finalement la victoire de l'instinct masculin sur le corps féminin qui est réifié, qui est marchandisé, qui est vendu à tous les coins de rue? Comme le corps masculin aussi, pour d'autres raisons. Mais Patrick Buisson, alors, c'est intéressant. Moi, non pas l'objection, mais la question que je vous pose. Mais est-ce que ça n'a pas toujours coexisté? C'est vrai qu'il y a des mouvements balanciers. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. En ces temps de MeToo, de Balance ton porc, etc., qui datent maintenant d'il y a au moins 10 ans, sinon 15 ans, 20 ans aux États-Unis, vous savez quelles sont les boîtes qui, pendant le confinement même, ou en tout cas pendant la crise Covid, ont resté ouvertes? Les boîtes échangistes. C'est-à-dire qu'au beau milieu, je ne dis pas que c'est la majorité, mais quand même, au beau milieu du confinement Covid, vous aviez quelques copulations, je dirais, non pas de masse, mais de groupes, qui se passaient. Est-ce que ce n'est pas... En fait, est-ce que tout ça n'a pas toujours coexisté? Oui, mais alors, je voulais, dans les cycles, il y a des phases qui se superposent. Hein. C'est-à-dire, on sort d'un cycle, on a les habitudes et les mœurs du cycle qu'on va quitter, et puis on entre dans un autre. Mais ce que vous dites, d'ailleurs, est très intéressant et très amusant, parce que ça renvoie tout à fait aux mœurs protestantes américaines, qui sont à la fois de provoquer le désir et de le réprimer. Voilà. Et on a eu, d'ailleurs, en France, avec Giscard d'Estaing, un adepte de ce modèle américain. Lorsqu'on a libéralisé le cinéma pornographique, vous vous souvenez bien, vous avez bien connu cette période, André Berkoff. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? On abolit la censure, plus de censure, et en même temps, on va reléguer le cinéma X dans un réseau de circuits spécialisés, les salles. On le ghettoise. Voilà. On met le sceau de la famille. C'est-à-dire qu'on allie, comme aux États-Unis, le puritain, caché ce sein que je ne saurais voir, et le proxénète, puisque au passage, on craint un impôt spécial sur le film pornographique et sur les salles. Vous voyez, c'est tout à fait le modèle américain. C'est-à-dire, au nom de la liberté, on accorde évidemment toute licence à ce type de cinéma, et en même temps, on le taxe. Et il y avait, c'est ce que je dis dans mon livre, je crois, un calcul politique. Parce que c'est comme ça, il y a un certain cynisme chez les dirigeants, et surtout alors dans cette bourgeoisie qui redoutait de voir revenir mai 68. On était en 74, Giscard vient d'être élu, donc 6 ans après. Si je vais résumer votre propos, Patrick Buisson, pendant qu'il copule, il ne manifeste pas. Exactement. Et Poniatowski le disait en des termes plus bruts, en disant, pendant qu'ils se branlent, ils nous foutent la paix. Voilà. Donc, c'est une espèce de sédatif des classes laborieuses, et d'ailleurs, le cinéma porno a un succès considérable auprès des catégories populaires. C'était tout le monde, ça marche mais toujours, surtout les catégories populaires, chez André Berkoff. Et quand on voit, justement, on a des statistiques, on voit quelle population allait voir ces films, il y avait une revanche de la masculinité. C'était le culte du phallus. Et en pleine révolution sexuelle où les femmes prétendaient se libérer, on leur montrait qu'elle était finalement l'idole ultime vers lequel il fallait se tourner. Et vénérer. Et donc, les hommes, et notamment dans le milieu ouvrier, qui étaient déclassifiés, déconsidérés dans ce qu'était leur force de travail, c'est-à-dire leur force musculaire, leur virilité, se retrouvaient d'une certaine manière réhabilités par ce type de cinéma. Et trouvaient que c'était une revanche sociale sur, finalement, la bourgeoisie dominante des villes. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Et d'ailleurs, Solzhenitsyn le disait d'une autre manière, pour contrôler et anesthésier les peuples, effectivement, l'hypersexualisme, le porno, c'est mieux qu'un Mirador. C'est mieux qu'un Mirador. Il n'y a pas besoin d'envoyer les flics. À ce compte, ce n'est pas... Enfin, vous en parlez à la fin de votre livre, mais ce n'est pas le sujet de votre livre. Le transhumanisme est encore mieux que 1000 Mirador. Ah, mais 1000 Mirador. Alors là, cette fois-ci, on est dans l'homme ou dans la femme augmentée. C'est-à-dire, on vous explique ce qu'on a expliqué à la femme, d'ailleurs, avec la pilule et avec le stérilet. Ma cocotte, à l'état naturel, tu es incomplète. Il te faut donc une prothèse chimique ou une prothèse mécanique. Et d'ailleurs, le premier écoféminisme naît à ce moment-là. Une partie des féministes
prennent conscience que la dénaturation du corps, l'hormonophobie qui aujourd'hui est très répandue, est quelque chose qui va contre leur cycle naturel. Et ce qui explique le grand mouvement de désaffection à l'égard de la pilule. Vous le savez, il a fallu 20 ans pour que les Françaises adoptent la pilule. Et depuis 20 ans, on est passé de 46% de consommatrices en âge de féconder à aujourd'hui 35%. Oui, mais Patrick Buisson, vous ne me ferez pas dire, et vous le savez au fond de vous, que la pilule Nevers 1967 n'a pas représenté, après tout, vous n'êtes pas obligé, je ne parle pas en tant qu'homme, je parle en tant qu'être humain, vous n'êtes pas obligé à chaque fois que vous faites l'amour d'avoir un enfant. Pardon, d'avoir le risque d'avoir un enfant, attendez, quand même. Est-ce que c'est le propos que je soutiens? Je dis en catimini, Non, absolument pas. Je dis simplement que ces lois ont consacré la suprématie de l'individu sur le bien commun, sur l'intérêt général. Avant, vous me parliez de démographie, André Berkoff. L'enjeu de la population était l'enjeu politique capital. Pendant tout le 19e et au début du 20e. Nous avions la hantise de l'armée allemande parce qu'on ne faisait pas assez d'enfants. Le général de Gaulle appelait à la libération 10 millions de bébés. Debré rêvait d'une France de 100 millions parce que la démographie, c'est la seule science humaine exacte. Elle est implacable. Elle est implacable. Et surtout quand on a un système de retraite par répartition. C'est mécanique, si vous voulez. Quand vous fabriquez pas de cotisants et d'actifs, eh bien, vous avez un problème qui se reproduit. Donc, mon propos n'est pas de dire ça. Mon propos est de dire que ces lois ont symbolisé le fait que jusque-là, le droit, l'usage du droit, servait à défendre contre les empiétements de l'individu. Et à partir de ces lois, on renverse la proposition. C'est-à-dire que le droit devient l'arme des individus contre la société et contre le bien commun. Il aurait fallu, c'est ce qu'avait promis Simone Veil, et elle ne l'a pas fait, mais elle le promet dans son intervention du mois de novembre 1974, que la loi sur l'IVG s'accompagne d'une loi d'accompagnement sur les mesures familiales pour permettre de maintenir... Elle n'était pas pour les fondements de la démographie. Pour pouvoir, parce qu'on avait l'expérience du bloc soviétique où l'avortement a été libéralisé et où la natalité s'était effondrée, d'où ils étaient revenus sur ces lois, il fallait se soucier effectivement d'une politique familiale et démographique en même temps. Et elle ne l'a pas fait. C'est pour ça que Debré a pu lui lancer, Michel Debré, l'ancien ministre du Général, depuis la tribune de l'Assemblée, en disant « Madame, vous faites une erreur historique monumentale. Nous faisons le choix de diminuer et de vieillir quand les peuples à nos portes, les peuples du Maghreb, font le choix de croître et de rajeunir. Nous le paierons un jour ou l'autre. On ne sous-traite pas la fabrication d'enfants aux pays du tiers-monde ou aux immigrés, sinon on sort de l'histoire. » Vous voyez, on est en pleine actualité. Et on va parler du PMA et de la GPA aussi, vous en parlez dans votre livre. Après cette petite pause, à tout de suite. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Patrick Buisson sur son livre Décadence. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Patrick Buisson danse la décadence chez Albin Michel, et pour notre plus grand plaisir, même si on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est formidable avec lui sur certains points, alors que nous sommes d'accord sur d'autres. Et vous parlez justement de cette espèce de fabrication de cet homme, quand je dis de cet homme, de cet être humain augmenté, consommateur. Il y a ça, il y a la jouissance, consommateur de jouissance, consommateur de tout ça, et on n'est plus jamais là-dedans. Mais en fait, quand vous parlez de la publicité, vous avez 2 chapitres très très forts sur la publicité, etc. Oui, sauf que, vous le savez très bien, la publicité est là pour faire vendre. Alors on peut le déplorer, on peut dire arrêtons ce régime capitaliste terrible et retrouvons, là je vous cherche bien sûr, retrouvons la merveilleuse époque des soviets ou autres, ou de la Chine ou du Cambodge. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est dans un régime d'économie de marché, tout va faire vendre et vendre, Patrick Buisson. Alors, moi, ce qui me frappe dans cette période, c'est l'extraordinaire naïveté, y compris, alors les publicitaires ne sont pas naïfs parce qu'ils ont des obligations de résultat, mais qui a consisté à croire que le sexe était la grande découverte de l'époque. Si bien qu'effectivement, on a assisté à cette espèce d'hypersexualisme qui a tout envahi, mais avec toujours une arrière-pensée qu'on va pas tarder à découvrir. Le joueur sans entrave, inscrit sur les murs de mai 68, c'est un beau programme. On se dit, bah oui, joueur sans entrave.
Pourquoi des contraintes Seulement, on s'est aperçu assez vite, au bout de quelques années, à travers notamment la publicité qui s'est emparée des symboles érotiques, et notamment du symbole phallique, pour essayer de vendre ses produits. Elle y est d'ailleurs parfaitement parvenue. Que l'injonction jouir sans entrave s'accompagnait en fait d'une sommation à payer. C'était pas gratuit. Il y avait tout un marché derrière qui attendait. Voilà. Mais alors le marché de la sexologie. Mais qui sont les naïfs qui ont pu croire qu'il n'y avait pas le marché derrière? Il y a toujours le marché derrière. Par exemple, les libertaires de 68 ne pensaient pas que la consommation allait récupérer le sexe. Effectivement, tout le mouvement de 68 disait que la sexualité est une forme de révolte contre la consommation. C'est un projet existentiel. Il disait le désir, c'est la thèse de Deleuze, c'est ce qui va faire dysfonctionner la société, y compris le système de consommation. Eh ben non, c'est le système qui a tout récupéré en l'espace de quelques années. Alors, pas simplement à travers, évidemment, la publicité qui a été un levier considérable, parce que, en gros, on expliquait aux femmes qu'elles avaient été des connes, quoi. Voilà, des couillonnes. Tu reviens de loin, ma chérie, en fait. Hein, voilà, tu étais aliéné, tu étais opprimé, tu étais frustré. Maintenant, tu as accès à tout. Mélanie Grégoire expliquait aux braves paysannes qui l'écoutaient à 14h sur RTL. Il y avait 2 millions d'auditrices, vous vous rendez compte ce que c'est, ménagères qui ne travaillaient pas. Que si on ne connaissait pas l'orgasme, plusieurs fois au cours d'un rapport, on était une demeurée. C'est pas ça. Mais c'est exactement ça, oui. Mais je vous assure, c'était très normatif. C'était découvrir ce paradis, effectivement, qui est... Et donc, ça avait un caractère, effectivement, la plupart des personnes qui écoutaient l'auditoire, d'abord, qui a commencé par écrire en se révoltant, disaient, mais est-ce que je suis bien normal? Voilà. Est-ce que, si je n'ai pas 10 rapports dans la semaine avec mon mari, est-ce que je ne suis pas malade? Est-ce que je ne suis pas affecté d'une pathologie? Donc cette espèce d'hypersexualisme, c'était, si j'ose dire, le cache-sexe de l'apparition d'un nouveau marché qui a effectivement prospéré à partir de là, et qu'on ne vienne pas plaquer là-dessus un discours d'émancipation, d'autonomie, alors qu'il s'agissait simplement de faire du fric. Alors, c'est pas moralement condamnable, mais c'est de ça dont il s'agit. Patrick Buisson, d'accord, mais ce que vous négligez complètement, et je suis sûr, vous n'êtes pas d'accord quand même quand je rappelle que jusqu'aux années 70, la femme ne pouvait pas avoir son carnet de chèques. Elle ne pouvait pas dépenser sans l'accord de son mari. Jusqu'aux années 70, je dis bien, je parle pas du droit de vote, hein, ça c'est 44-45. Mais le carnet de chèques, le divorce par consentement, etc. Enfin, vous avez vu, la femme était quand même entravée, pas seulement, c'est pas le plan du sexe, ça, c'était le travail, c'était la dépendance. Ça existe, ça ou pas? Je dis que chaque liberté nouvelle a son revers. Chaque progrès sécrète un anti-progrès. C'est une formule d'ailleurs de René Char. Comme l'homme, le progrès est receleur de son contraire. Certes. Je m'explique. Le divorce. Bon. La loi Vilaine-Laquais, 1887, le divorce c'était un produit bourgeois. Ne pouvait le consommer parce que c'était des procédures très compliquées, basées sur la faute, etc. Ça durait des années, ça coûtait très cher en avocat. Donc les classes populaires n'avaient pas accès au divorce. Le divorce par consentement mutuel fait que les choses changent, puisque à partir du moment où les conjoints sont d'accord, on peut relativement et à moindre coût divorcer. Personne n'a vu, parmi ceux qui pensaient que c'était une grande avancée sociale, et sans doute en était une, mais personne n'a vu les conséquences. Les conséquences sur les catégories populaires. Le divorce a été, dans toute l'Europe, pas simplement en France, la première cause de paupérisation de la population féminine. La féminisation de la pauvreté, c'est le divorce dans les milieux populaires. Les femmes d'ailleurs constituent, vous savez, l'essentiel des dossiers à la commission de surendettement. Parce que le coût d'un divorce en milieu populaire, c'est pas le même que dans un milieu bourgeois. On n'avait pas prévu ça. Il a fallu attendre plus d'1 an pour qu'on crée de l'allocation de parents isolés. Parce qu'on a vu les dégâts que représentait la séparation, oui, mais les dégâts sont toujours là. Sur l'appauvrissement général. On n'a pas voulu voir les conséquences non plus, on s'est masqué les réalités. Qu'un divorce, c'est des conséquences sur les enfants. Alors, la société nous a expliqué, mais vous savez, un couple qui marche mal, c'est pire. Sauf qu'on avait les études anglo-saxonnes, depuis 10 ans, 15 ans, qui établissaient la corrélation entre le divorce et l'échec scolaire, le divorce et la consommation de drogue, le divorce...
Pendant 10 ans, toute statistique a été interdite en France pour sanctuariser cette grande conquête sociale. Oui, mais pas de causalité. C'est la même chose. Mais... Oui, non, mais alors, ce dont vous parlez, c'est très intéressant. Parce que ce que vous dites, et c'est vrai, c'est un choix. Vous dites, oui, mais vous ne pensez pas aux enfants, etc. Mais est-ce que l'être humain a le droit de choisir sa vie? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Ah bah si ça, je suis malheureux ou pas? C'est le grand débat depuis les Lumières, depuis le XVIIIe siècle. L'homme peut-il être maître de son destin, de sa vie, se créer, l'auto-engendrement, ou se détruire? C'est effectivement l'affrontement de deux philosophies de la vie, l'une inspirée par le christianisme et l'autre qui puise dans la philosophie des Lumières. C'est le débat de fond. On est bien d'accord. On est bien d'accord, et c'est de ça dont il était question. Alors, on va parler de tout cela avec nos auditeurs, si on en a encore. Sinon, je voudrais quand même parler un peu politique avec Patrick Buisson, dont je rappelle que je l'ai découvert, c'était, je crois, quand vous étiez, comment s'appelait cette émission avec Michel Field? Oui, 100% politique. 100%. Non, politiquement chaud. Politiquement chaud. C'est là où j'ai découvert Patrick Buisson. On débattait avec Mélenchon, d'ailleurs. Et voilà, alors on me disait, mais c'est un réactionnaire. Je dis, oui, mais c'est un réactionnaire intelligent, brillant, c'est quand même pas mal. Alors nous avons qui? Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite après la pub. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Patrick Buisson et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Christophe d'Angers. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Ah. Bon, Christophe, on va peut-être recevoir Franck du coup de Paris. Oui, Franck. Oui, bonjour André. Oui, bonjour. Bonjour Buisson. Bonjour. Oui, donc moi j'avais une petite remarque à faire à l'encontre d'André pour une fois n'est pas coutume. Allez-y, allez-y. Je pense que André tombe dans le piège de sa génération qui aussi, c'est pas la mienne, mais on a les mêmes travers et c'est ce que dénonce Monsieur Buisson justement à mon avis, enfin sous son contrôle. Oui. Vous raisonnez d'un point de vue individualiste quand vous vous révoltez sur son propos sur l'avortement en disant mais regardez c'est mieux maintenant, tout ça c'est fait pour préserver la santé des gens. Et c'est vrai que c'est bien, et il vous dit, c'est bien. Ben oui. Mais son propos à lui, il est au-dessus. Il se place pas au niveau individuel. Je pense, mais je parle sous contrôle encore. Mais c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a une vision bien plus globale. Il vous dit, mais peu importe, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, je constate que cette vision individualiste nous mène à notre perte et qu'il faut raisonner. Oui, enfin Franck, ça c'est vrai. Non mais c'est le grand débat. Moi je ne sais pas si c'est en dessus ou en dessous. Je considère simplement que l'individu n'a pas à être jeté avec l'eau du bain. Mais il ne le jette pas. Il ne le jette pas à mon sens. Il ne le jette pas. Il dit justement pour préserver l'individu. Parce que l'individu seul, il ne peut rien faire. Il faut bien qu'il soit dans une communauté qui le préserve. Oui, mais donc il faut regarder l'intérêt supérieur de la communauté. Et parfois, c'est au sacrifice des petits intérêts individuels. À mon sens, c'est comme ça. Mais j'ai une question du coup à M. Buisson. Moi, je trouve que son propos, il me va parfaitement. Mais est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'il ne sera pas audible parce que de toute manière, on est dans une société qui est totalement gangrénée par cette vision de l'individu, qui fait que ça rend possible d'ailleurs les délires les délires du wokisme, et que les gens sont finalement beaucoup plus sensibles à l'argument qu'ils visent justement à combattre. Et je pense que... Alors je vais reposer la question rapidement, Franck, on est d'accord. Est-ce que Patrick Buisson ne prêche pas dans le désert, ou dans un certain désert, en disant oui, est-ce que les gens ne sont pas déjà passés de l'autre côté? Alors que la révolution individualiste hédoniste ait triomphé, j'en conviens absolument, et je ne crie pas d'ailleurs pour être immédiatement audible. Je constate cependant que le grand récit autour du progrès, vous voyez, le caractère irrésistible du progrès est en train de s'évaporer. On a eu la crise du Covid, on a le retour de la guerre avec l'Ukraine. Les gens mesurent le décalage entre le bonheur promis et le bonheur réel. Bon, on leur avait dit, le nouvel Éden est devant vous.
Eh bien, aujourd'hui, quand on pose la question, la plupart des gens, 80%, disent « non, nos enfants n'auront pas une vie meilleure que nous ». C'était impensable au siècle dernier. L'ascenseur social. Ah oui, c'était absolument impensable au siècle dernier. Alors, pour répondre à monsieur, moi je n'écris pas pour être immédiatement audible. Je prends le contre-pied de ce que disait Marx. Marx disait « Nous ne voulons pas comprendre le monde, nous voulons le transformer ». Moi, je vais d'abord essayer de le comprendre. C'est pour ça que j'écris ces livres, en travaillant beaucoup, en remuant énormément de documentation, pour essayer d'étayer mon propos et de démonter, de déconstruire en quelque sorte la déconstruction dont nous sommes victimes aujourd'hui. Voilà, il y avait Karl, aujourd'hui il y a Patrick. Et pour d'autres raisons. Et on a réussi à récupérer Christophe d'Angers, il est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour André, bonjour Patrick Buisson, je vais être très synthétique, merci. Il y a actuellement le retour d'une droite conservatrice, avec des gens très brillants qui s'expriment dans les médias, et qui font une critique souvent pertinente de la gauche, du progressisme et des fadaises du wokisme. Seulement, je trouve qu'il y a un angle mort, qui est celui de finalement chérir les effets d'écho, regretter les effets d'écho qu'elle chérit. Et pourquoi? Parce qu'il y a cet angle mort qui est de rester totalement muet sur les inégalités produites par le capital et l'accumulation du capital. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le marché, mais il y a une entrée dans le capital économique, une autre entrée culturelle. Je trouve que cette droite-là, autant brillante qu'elle puisse être, est niant. Je suis désolé, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Cher monsieur, j'ai plaisir à vous répondre, parce que moi je crois que quels que soient les efforts des gouvernants et des politiques publiques, l'inégalité est consubstantielle à la nature et à la condition humaine. Et que précisément, la grande promesse des Lumières et de la Révolution française, c'était l'égalité des conditions. Et devant l'impossibilité d'établir une égalité sur le plan économique et social, impossibilité vérifiée par toutes les expériences socialistes dans le monde jusqu'à présent depuis 2 siècles, eh bien, on a lâché sur le plan des contraintes morales en disant puisqu'on ne peut pas obtenir cette victoire-là, on va lever toutes les contraintes morales qui pesaient ou qui étaient censées peser sur les populations. Moi, je veux bien, il est juste et normal d'avoir une politique sociale, mais l'idée de vaincre les inégalités ou de les réduire est un propos, une démarche totalement illusoire. Et c'est précisément parce qu'ils ne peuvent pas aboutir à ce résultat c'est parce qu'on ne peut pas faire du social qu'on fait du sociétal, pour résumer mon propos. Oui, ça a été beaucoup dit sous le règne de François Hollande, on se rappelle de cela. Allons en Mayenne avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Oui, je voulais témoigner d'une chose. Moi, je considère qu'avec la pilule, les femmes se sont fait avoir, quoi. On leur a fait miroiter, je dis oui, la liberté sexuelle, mais finalement, au fond, prendre la pilule, c'est prendre un médicament pour faire l'amour. Et moi, si j'étais une femme, je ne prendrais pas un médicament pour faire l'amour, quoi. Vous n'êtes pas une femme, cher Laurent. Vous n'êtes pas une femme. Mais voilà, la pilule, c'est prendre un médicament pour faire l'amour, quoi. Et les femmes se sont fait avoir parce que l'aspect de la contraception, on remet ça aux femmes. Oui, je comprends. Mais Laurent, vous ne pouvez pas dire ça parce que, en tout cas, si la pilule, même si aujourd'hui on en prend moins, mais en tout cas, il y avait, alors on peut être pour, on peut être contre, il y avait la déconnexion entre l'acte d'amour, en tout cas la copulation, en tout cas et la fonction reproductive, voilà, et la fonction reproductive, c'est la fonction, si vous voulez, la fonction reproductive a été séparée. Après, effectivement, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. On va pas en parler longuement. Je voudrais simplement, Patrick Buisson, on a juste vous parliez justement de cette espèce de triomphe là on en parle par le wokisme, mais l'ultra-féminisme, etc. Voilà, du néo-féminisme. Et mais il y a d'autres criminalisations qui se font. Il y a un arrière-plan qui est gênant et qu'on ne se méprenne pas sur mon propos, donc je prends toutes les précautions d'usage. C'est qu'il y a dans le propos de certaines néo-féministes la volonté de criminaliser le masculin. L'homme est toujours coupable. On essentialise l'homme et on le réduit à la violence. C'est aussi stupide que, de réduire les femmes à l'infanticide. L'infanticide est un acte féminin, c'est pas pour autant que toutes les femmes ont des instincts infanticides. Il y a cette volonté de criminaliser qui est quand même extrêmement suspecte et qui amène à ne parler que d'une forme de maltraitance. Il a fallu attendre des années et des années, jusqu'en 2020, et le travail d'un journaliste pour qu'on découvre qu'il y avait une maltraitance importante dans les EHPAD auprès des vieux, des seniors. J'ai vu il y a 3 semaines qu'il y avait un rapport de l'IGAS qui semble nous dire qu'il y a des problèmes de maltraitance
dans les crèches, chez André Berkoff, j'ai vu ça, vous avez vu ça aussi? Oui, bon. on a parlé de ça aussi. Je pense qu'on va pas tarder à apprendre que dans les établissements spécialisés pour les handicapés, il y a aussi des problèmes de maltraitance. Il y a des maltraitances dont on ne parle pas, si vous voulez. Celle-là est mise en avant avec la volonté parfois de criminaliser les hommes. Et ce n'est pas évidemment à absoudre ou dire que la violence conjugale est quelque chose de... Il n'y a pas les féminicides. Bien entendu. Mais le propos général, c'est de dire, c'est d'essentialiser la violence et de présenter l'homme comme... essentiellement, effectivement, violent et agressif. Patrick Buisson, vous savez très bien que moi que les instincts criminels, les instincts malfaisants ou terribles ou ignobles ne sont pas l'apanage d'un seul sexe. Hélas. On va dans les Pyrénées-Atlantiques avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur vos ondes, que j'aime énormément. Merci Monsieur Berkoff. C'était juste, alors peut-être la suite de mon prédécesseur. Il y a une chose que je ne comprends pas et je voudrais qu'on m'explique, c'est la contraception. La contraception, elle peut être aussi bien masculine que féminine. Or, on ne parle en général que de la contraception féminine et je trouve scandaleux, vraiment scandaleux, qu'à notre époque, il y ait autant d'avortements. Puisque justement, on voulait éviter les avortements avec la contraception. Eh bien là, on est dans une affaire épouvantable. Je trouve que je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. La contraception, le tuer des enfants à la naissance, ou avant la naissance, tuer des enfants, c'est quelque chose d'épouvantable, alors qu'on peut très bien à notre époque, même c'est gratuit, donc il n'y a pas de problème. Moi je connais une personne qui m'a dit, je suis très fière, j'ai eu 7 avortements. Alors on ne répond pas à ce genre de réponse, c'est complètement idiot, c'est monstrueux même, c'est monstrueux. Donc je voudrais comprendre pourquoi à notre époque il y a encore des avortements. Ça, je ne le comprends absolument pas. Alors, effectivement, la loi sur la contraception a été vendue auprès des députés comme le remède à l'avortement. On a vu que ce n'était pas le remède et que finalement l'avortement était le service après-vente. Mais je voudrais attirer votre attention sur un dernier point et qui montre que peut-être on peut s'interroger sur les bénéfices de la libération sexuelle au profit des femmes. Des milliards de dollars ont été dépensés par les fondations américaines, je pense à la fondation Rockefeller, pour mettre au point la pilule, qui est effectivement un perturbateur endocrinien, des milliards, beaucoup plus que la recherche sur le cancer. En revanche, il n'y a pas eu d'investissement sur la recherche d'un contraceptif masculin. Pas du tout. Il y a eu des tentatives, mais rien de comparable à l'expérimentation qui a été faite sur les populations du tiers-monde, c'était les populations d'Amérique latine, avec des milliards investis, avec la peur des Américains justement de voir l'explosion, ce qu'ils appelaient la bombe population, la bombe P, l'explosion de la population du tiers-monde. Et tout a été fait sur une contraception chimique féminine. Et pas masculine. Et avec un mensonge d'État. Puisque, à l'occasion du Covid, on a appris, vous savez qu'il y avait une polémique sur le vaccin AstraZeneca en disant attention, il y a des risques de thrombose, etc. On a appris de la part du laboratoire, ce qui était extraordinaire, on ne nous l'avait pas dit, que les risques de thrombose étaient 56 fois moins importants que le vaccin AstraZeneca qu'avec la pilule. Extraordinaire. Ouais. Ah ouais. Mais ça, je ne connais pas les chiffres. Je vous dis, moi, on les a entendus partout. Oui. Non, la pilule, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui la défendent et beaucoup de femmes qui la défendent. De moins en moins. Mais de toute façon... y compris, surtout chez les féministes. Voilà. C'est pour ça, là, je sens le côté Patrick Buisson, Sandrine Rousseau, même combat. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je veux dire, quand une vérité s'impose, d'abord c'est la vérité statistique, on ne peut pas la contourner, on peut tenter de l'expliquer, de l'interpréter. On peut l'interpréter différemment. Comme vous disiez, il y a des cycles et des coexistences. En tout cas, Patrick Buisson, on n'aura pas eu le temps, mais vous reviendrez pour qu'on parle politique. Là, nous sommes en fin d'émission, mais vous savez, c'était bien parce que les auditeurs avaient envie de vous poser des questions. Je recommande vraiment ce livre, La décadence, Patrick Buisson, Albin Michel. C'est encore un livre qui pose question et surtout, je le dis, Patrick Buisson a cette vertu, je ne dirais pas qu'elle est rare, mais elle n'est pas très répandue, de travailler, de regarder ses sources et de prendre le temps, justement, de travailler. Je vous assure que c'est une vertu qui se fait de plus en plus rare. Merci à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Patrick Buisson pour son livre Décadence, édité chez Albin Michel. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio.